Un réveil peut changer la carte d'un monde. Pour Verne, une tortue prudente qui a passé l'hiver sous terre avec son petit groupe, le printemps devait annoncer le retour des habitudes simples. Quelques racines, des baies, des insectes, et assez de provisions pour tenir jusqu'au froid suivant. À la place, il ouvre les yeux devant une muraille de feuillage taillé avec une précision presque insultante. Derrière cette haie, il y a des maisons, des routes, des pelouses, des garages, des alarmes et des réserves de nourriture tellement abondantes qu'elles semblent irréelles. Dans Nos voisins, les hommes, la découverte n'est pas seulement comique. Elle ressemble à l'arrivée d'un pays étranger contre la porte de leur terrier. Le film de 2006, réalisé par Tim Johnson pour DreamWorks Animation, transforme une inquiétude très concrète, l'avancée d'une banlieue sur un espace sauvage, en aventure de bande. Son titre original, Over the Hedge, dit exactement ce que les personnages doivent faire, passer au-delà de la haie. En français, Nos voisins, les hommes insistent sur l'autre côté du problème. Les humains ne sont jamais très loin, mais ils restent presque toujours gigantesques, bruyants et incompréhensibles, vus depuis le sol par des animaux qui doivent apprendre leurs règles sans avoir le droit à la moindre erreur. Ce récit n'avance donc pas comme une fable gentille où les animaux découvriraient simplement des biscuits. Chaque morceau de nourriture porte une menace. Chaque jardin est une zone surveillée. Chaque décision révèle une façon différente de survivre. Hergé, le raton laveur, voit dans les déchets humains un banquet facile. Verne y voit un piège construit avec des clôtures, des chiens, des pièges à ressort et des gens qui appellent des professionnels dès qu'ils aperçoivent une empreinte. Entre eux se construit le véritable cœur du film. Faut-il protéger une vie modeste, mais précaire, ou prendre le risque de tout perdre pour obtenir davantage? Avant même de rencontrer Verne, Hergé se glisse dans une clairière appartenant à Vincent, un ours immense dont le sommeil ne doit jamais être dérangé. Hergé a repéré une montagne de nourriture humaine. Chips, boissons, sucreries et emballages brillants. Pour lui, ce tas est une occasion trop belle. Il tente de dérober le chariot entier, mais une maladresse le réveille, le butin dévale une pente et disparaît sous les roues d'un camion. Vincent ne dévore pas Hergé. Il lui accorde une semaine pour rapporter exactement ce qui a été perdu. La fin de Vincent devient une échéance invisible qui suit Hergé dans chaque scène. Il ne vole plus pour le plaisir ou pour le confort. Il vole parce qu'il a peur. L'image qui reste est le chariot rempli de produits colorés, minuscules devant la masse de l'ours. Hergé possède le sourire rapide de ceux qui savent transformer un danger en proposition séduisante. Pourtant, derrière ces plaisanteries, il est seul. Son talent consiste à trouver une sortie, pas à appartenir à un groupe. Cette ouverture annonce que l'abondance humaine a un prix. La nourriture paraît abandonnée, mais elle est déjà possédée, surveillée, désirée. Ce passage compte parce que le film ne raconte jamais la survie comme une idée abstraite. Il la rend visible dans la taille des objets. Un paquet de biscuits devient une cargaison, une porte de garage devient un barrage, une voiture devient une force de la nature. Cette échelle est l'un des plaisirs les plus nets de l'animation. Elle oblige le spectateur à redécouvrir des choses ordinaires avec des yeux plus bas, plus vulnérables, mais aussi plus inventifs. Le rire vient souvent de là. Nous connaissons l'objet, mais les personnages doivent en deviner la fonction avant d'en subir le danger. Autour de La dette du raton laveur, cette lecture prend une couleur particulière, car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de La dette du raton laveur, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. La fin de Vincent devient une échéance invisible qui suit Hergé dans chaque scène. Il ne vole plus pour le plaisir ou pour le confort. Il vole parce qu'il a peur. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de la dette du raton laveur éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne.
Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Le chariot rempli de produits colorés, minuscule devant la masse de l'ours, ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Hergé possède le sourire rapide de ceux qui savent transformer un danger en proposition séduisante. Pourtant, derrière ses plaisanteries, il est seul. Son talent consiste à trouver une sortie, pas à appartenir à un groupe. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. Cette ouverture annonce que l'abondance humaine a un prix. La nourriture paraît abandonnée, mais elle est déjà possédée, surveillée, désirée. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de la dette du raton laveur, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. À partir de là, l'aventure ne peut plus revenir à son point de départ. Avec la dette du raton laveur, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. Lorsque la colonie sort de son terrier, Verne compte sur un paysage familier. Il veut reprendre le plan qu'il avait organisé avant l'hibernation. Mais la haie coupe l'horizon. De l'autre côté, une banlieue a été construite pendant leur sommeil. Les autres animaux regardent cette barrière avec curiosité. Verne, lui, ne voit qu'une preuve que le monde peut changer sans leur demander leur avis. Le groupe n'a pas le temps d'étudier calmement cette transformation. L'hiver prochain reviendra et leurs réserves semblent dérisoires face à un territoire réduit. L'image qui reste est une haie haute comme une falaise pour des animaux habitués à voir le ciel. Verne n'est pas lâche. Sa prudence vient d'une responsabilité. C'est lui qui doit répondre lorsque les autres prennent une mauvaise direction. Le film saisit ici une peur très simple, se réveiller et constater que l'endroit qui permettait de vivre est devenu plus petit. Dans une histoire plus paresseuse, cette situation serait résolue par une succession de gags indépendants. Ici, chaque découverte modifie réellement la relation entre les personnages. Quand Hergé explique les habitudes humaines, il gagne de l'autorité. Quand Verne observe une menace, il gagne une raison d'être écouté. Quand une mission tourne mal, ce n'est pas un simple détour. Cela modifie la quantité de confiance disponible dans le groupe. C'est cette progression qui permet au film de rester vivant bien après la présentation des animaux. Autour de Le Mur Vert, cette lecture prend une couleur particulière car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de Le Mur Vert, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. Le groupe n'a pas le temps d'étudier calmement cette transformation. L'hiver prochain reviendra et leurs réserves semblent dérisoires face à un territoire réduit. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de Le Mur Vert éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence.
une haie haute comme une falaise pour des animaux habitués à voir le ciel. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Verne n'est pas lâche. Sa prudence vient d'une responsabilité. C'est lui qui doit répondre lorsque les autres prennent une mauvaise direction. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film sans interrompre son élan. Le film saisit ici une peur très simple, se réveiller et constater que l'endroit qui permettait de vivre est devenu plus petit. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de le mur vert, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. Le détail paraît léger, mais il prépare déjà le choix qui viendra plus tard. Avec le mur vert, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. Hergé apparaît alors avec l'assurance d'un guide qui connaît déjà les humains. Il ne décrit pas leurs maisons comme des tanières dangereuses, mais comme des distributeurs géants. Il explique à la colonie que les hommes passent leur vie à chercher de la nourriture, puis achètent trop, stockent trop et jettent trop. Cette tirade résume avec humour toute une économie vue par des animaux. Les humains travaillent pour remplir leurs maisons, puis remplissent leurs poubelles de ce qu'ils n'ont pas fini. Hergé doit convaincre vite, car il a besoin d'une équipe capable de transporter ce qu'il ne pourrait jamais ramener seul. L'image qui reste est des cartons, des sacs et des emballages présentés comme un continent de provisions. Sa méthode est brillante parce qu'elle s'appuie sur un désir réel. Chaque animal entend dans sa description la promesse de ne plus craindre les saisons. La blague fonctionne parce qu'elle inverse le regard. Les humains deviennent une espèce étrange dont le super pouvoir est de produire un surplus. La mise en scène anime une opposition très lisible entre deux mondes. La forêt possède des formes irrégulières, des rythmes lents et des matières qui semblent pouvoir accueillir les corps. La banlieue est géométrique, brillante, pleine de surfaces qui ne pardonnent rien. Le film ne prétend pas que tout espace humain est forcément monstrueux. Il montre plutôt ce qui arrive lorsqu'un espace est conçu sans imaginer que d'autres vivants auront besoin d'y passer. Pour les héros, chaque règle de propreté devient une règle d'exclusion. Autour de Une leçon de consommation, cette lecture prend une couleur particulière car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de Une leçon de consommation, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. Hergé doit convaincre vite car il a besoin d'une équipe capable de transporter ce qu'il ne pourrait jamais ramener seul. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste d'une leçon de consommation éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Des cartons, des sacs et des emballages présentés comme un continent de provisions.
Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Sa méthode est brillante parce qu'elle s'appuie sur un désir réel. Chaque animal entend dans sa description la promesse de ne plus craindre les saisons. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. La blague fonctionne parce qu'elle inverse le regard. Les humains deviennent une espèce étrange dont le super-pouvoir est de produire un surplus. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de « une leçon de consommation », cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. La scène suivante pousse cette logique beaucoup plus loin. Avec une leçon de consommation, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. Sorti en 2006, le film adapte la bande dessinée américaine Over the Hedge de Michael Fry et T. Lewis. Cette origine se sent dans l'art de condenser une observation du quotidien en situation comique. La pelouse, le barbecue, la poubelle et le voisin trop vigilant deviennent des éléments d'un même paysage satirique. Dans le fil de Une leçon de consommation, ce contexte éclaire directement la scène. Verne refuse d'abord cette vision. Il a préparé un petit stock de nourriture naturelle avec un soin presque cérémonieux et il veut que chacun respecte le rythme prévu. Sa réserve paraît ridicule face aux rayons d'un supermarché, mais elle représente quelque chose que Hergé ne comprend pas encore. Une méthode, une mémoire et un accord collectif. Quand les autres rient ou s'ennuient devant ses provisions modestes, Verne sent que son autorité s'effrite. La bataille ne porte pas seulement sur des noisettes contre des chips. Elle porte sur la confiance du groupe et sur le droit de décider de la manière de vivre. L'image qui reste est la petite pile de nourriture de Verne, rangée avec sérieux devant des regards impatients. Verne parle lentement, réfléchit avant d'agir et se méfie des grandes promesses. C'est précisément pour cela qu'il devient le contrepoids nécessaire de Hergé. L'économie de la forêt n'offre pas l'excitation de l'excès, mais elle possède une logique que le film ne tourne jamais complètement en ridicule. Il faut aussi entendre le rythme des dialogues. Le doublage original réunit notamment Bruce Willis pour Hergé et Garry Shandling pour Verne, tandis que la construction française cherche à conserver l'écart entre l'aisance bavarde du raton laveur et la retenue de la tortue. Ce contraste sert l'histoire mieux qu'un long exposé. Hergé parle pour créer un mouvement. Verne parle pour empêcher que le mouvement devienne une chute. Le film trouve dans cette friction une énergie de comédie qui reste toujours au service du récit. Autour de Verne contre le confort, cette lecture prend une couleur particulière, car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de Verne contre le confort, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. La bataille ne porte pas seulement sur des noisettes contre des chips, elle porte sur la confiance du groupe et sur le droit de décider de la manière de vivre. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de Verne contre le confort éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger.
Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. La petite pile de nourriture de Verne, rangée avec sérieux devant des regards impatients, ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain, devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Verne parle lentement, réfléchit avant d'agir et se méfie des grandes promesses. C'est précisément pour cela qu'il devient le contrepoids nécessaire de Hergé. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. L'économie de la forêt n'offre pas l'excitation de l'excès, mais elle possède une logique que le film ne tourne jamais complètement en ridicule. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de Verne contre le confort, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. Et c'est précisément là que le plan de Hergé cesse d'être un simple jeu. Avec Verne contre le confort, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. Autour de Verne et Hergé, la colonie donne au film sa texture. Ami, l'écureuil, pense plus vite qu'il ne peut terminer une phrase et accueille chaque idée comme une aventure immédiate. Stella, la moufette, aimerait surtout être traitée comme une créature séduisante, ce qui crée un décalage délicieux avec la peur qu'elle inspire aux autres. Ozzy, l'opossum, connaît l'art de s'écrouler et de jouer la mort. Heather, sa fille, aimerait parfois que cette spécialité familiale soit moins embarrassante. Ces personnages ne sont pas là pour meubler les gags. Leur fragilité rend l'expédition beaucoup plus risquée parce que chacun apporte une peur, un désir ou un réflexe difficile à contrôler. L'image qui reste est un groupe disparate qui regarde la banlieue comme une scène trop grande pour lui. Hergé comprend vite comment flatter leurs envies. Verne, lui, connaît leurs limites et cette différence explique pourquoi aucun des deux ne peut vraiment mener seul. L'animation donne ici à chaque comportement une fonction dramatique. La distraction, la honte, l'excitation et la prudence deviennent des forces qui s'opposent. À ce moment-là, la question n'est donc pas seulement « vont-ils rapporter assez de nourriture ?» Une autre question s'installe, plus intime. À qui peut-on confier sa sécurité quand le monde devient trop complexe pour être compris seul? Les personnages n'ont pas tous la même réponse. Certains font confiance à la vitesse, d'autres à l'habitude, d'autres encore à la solidarité. La réussite du film vient de ce qu'il laisse ces réponses se heurter avant de les faire coopérer. Autour de la famille la plus maladroite, cette lecture prend une couleur particulière, car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de la famille la plus maladroite, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. Ces personnages ne sont pas là pour meubler les gags. Leur fragilité rend l'expédition beaucoup plus risquée parce que chacun apporte une peur, un désir ou un réflexe difficile à contrôler. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de la famille la plus maladroite éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains.
Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Un groupe disparate qui regarde la banlieue comme une scène trop grande pour lui. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Hergé comprend vite comment flatter leurs envies. Verne, lui, connaît leurs limites, et cette différence explique pourquoi aucun des deux ne peut vraiment mener seul. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. L'animation donne ici à chaque comportement une fonction dramatique. La distraction, la honte, l'excitation et la prudence deviennent des forces qui s'opposent. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de la famille la plus maladroite, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. Le groupe avance, mais il emporte désormais cette tension avec lui. Avec la famille la plus maladroite, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. Le premier voyage derrière la haie ressemble à une conquête absurde. Les animaux traversent une pelouse impeccable, observent les maisons et découvrent que tout ce qui est propre, droit et silencieux peut cacher un capteur ou une alarme. Pour Hergé, c'est une démonstration de richesse. Pour Verne, chaque pas confirme que les humains ont bâti un territoire où la nature n'est tolérée que lorsqu'elle reste invisible. Le groupe doit apprendre des règles qu'il ne comprend pas. Ne pas faire de bruit, ne pas laisser de traces, disparaître au premier mouvement suspect. L'image qui reste est des pattes minuscules sur une pelouse parfaitement tondue, immense et sans cachette. Verne essaye de ralentir tout le monde, mais son insistance paraît vieille face à l'enthousiasme des autres. Hergé transforme aussitôt ce conflit en nouvelle occasion de les guider. La banlieue est filmée comme un décor lumineux, mais la lumière elle-même devient inquiétante puisqu'elle expose les intrus. Cette idée explique la place particulière de la comédie. Les blagues ne sont pas posées à côté du danger comme une décoration. Elles permettent aux personnages de supporter ce qu'ils ne maîtrisent pas. Amy transforme son excitation en élan, Stella transforme le regard des autres en provocation, Ozzy transforme la peur en numéro. Même Hergé utilise l'humour comme un bouclier. Lorsque ce bouclier se fissure, le film peut devenir étonnamment touchant sans changer brutalement de ton. Autour de Premier Passage, cette lecture prend une couleur particulière, car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de Premier Passage, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. Le groupe doit apprendre des règles qu'il ne comprend pas. Ne pas faire de bruit, ne pas laisser de traces, disparaître au premier mouvement suspect. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de Premier Passage éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger.
Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète, elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Des pattes minuscules sur une pelouse parfaitement tondue, immense et sans cachette. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Verne essaye de ralentir tout le monde, mais son insistance paraît vieille face à l'enthousiasme des autres. Hergé transforme aussitôt ce conflit en nouvelle occasion de les guider. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film sans interrompre son élan. La banlieue est filmée comme un décor lumineux, mais la lumière elle-même devient inquiétante puisqu'elle expose les intrus. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de premier passage, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. Derrière le rire, le film vient de déplacer son centre de gravité. Avec premier passage, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. La maison la plus menaçante appartient à Gladys Sharp, une voisine obsédée par la protection de son jardin, et à Tiger, son chat. Tiger ne se contente pas de surveiller. Il incarne le prédateur domestiqué, nourri par l'humain, mais encore capable de semer la panique. Lorsqu'il parle aux animaux, sa brutalité rappelle que les espèces ne deviennent pas automatiquement solidaires parce qu'elles vivent près des maisons. Gladys considère tout animal comme une atteinte personnelle à son ordre. Elle ne voit pas une colonie affamée, seulement une invasion qui doit disparaître. L'image qui reste est un chat massif, immobile au milieu d'un jardin trop bien entretenu. Hergé prétend lire tous les dangers, mais Tiger révèle une faille dans cette posture. Une créature qui connaît les humains de l'intérieur est plus difficile à manipuler. Le film ne fabrique pas un monstre complexe avec Gladys ou Tiger. Il les utilise comme le visage simplifié d'un monde où le contrôle compte davantage que la cohabitation. La précision du film tient aussi à sa manière de montrer la consommation. Les produits humains ne sont jamais décrits comme de la nourriture idéale ou noble. Ils sont salés, colorés, emballés, désirables parce qu'ils sont faciles et nombreux. Pour les animaux, cette profusion ressemble à un miracle. Pour le spectateur, elle garde une pointe d'ironie. Ce miracle est fabriqué par une société qui produit tellement qu'elle peut nourrir, par inadvertance, tous ceux qu'elle cherche ensuite à repousser. Autour de Gladys et Tiger, cette lecture prend une couleur particulière, car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de Gladys et Tiger, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. Gladys considère tout animal comme une atteinte personnelle à son ordre. Elle ne voit pas une colonie affamée, seulement une invasion qui doit disparaître. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de Gladys et Tiger éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite.
Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Un chat massif, immobile au milieu d'un jardin trop bien entretenu. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. RJ prétend lire tous les dangers, mais Tiger révèle une faille dans cette posture. Une créature qui connaît les humains de l'intérieur est plus difficile à manipuler. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. Le film ne fabrique pas un monstre complexe avec Gladys ou Tiger. Il les utilise comme le visage simplifié d'un monde où le contrôle compte davantage que la cohabitation. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de Gladys et Tiger, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. À partir de là, l'aventure ne peut plus revenir à son point de départ. Avec Gladys et Tiger, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. La musique de Rupert Gregson-Williams accompagne ce mouvement avec une énergie qui préfère l'élan au grandiloquent. Elle soutient les poursuites et les moments de bande sans forcer le film à devenir un spectacle trop lourd. Cette légèreté est importante. L'histoire traite de survie, mais elle refuse de perdre son plaisir de jeu. Dans le fil de Gladys et Tiger, ce contexte éclaire directement la scène. Amy reçoit une boisson énergisante et découvre soudain que le monde semble ralentir autour de lui. La séquence est l'un des grands éclats visuels du film. L'écureuil devient presque un éclair vivant, capable de traverser les pièges et de voir les mouvements au ralenti. Mais cette accélération n'est pas seulement un numéro comique. Elle matérialise ce que Amy est déjà. Un personnage dont l'esprit tourne tellement vite que le réel n'arrive jamais à le rattraper. Un talent aussi spectaculaire résout un problème immédiat, mais il rend aussi le groupe dépendant d'un élément imprévisible. L'image qui reste est des gouttes suspendues dans l'air pendant que l'écureuil file entre les obstacles. Amy n'est jamais traité comme un simple bouffon. Son énergie devient une ressource et les autres apprennent peu à peu à lui faire confiance. L'animation permet ici de prendre une sensation intérieure, l'excitation, et de lui donner une forme que l'on peut voir. Ce n'est pas un message livré avec un panneau. Nos voisins, les hommes, restent avant tout un film rapide, ludique et accessible. Mais l'arrière-plan lui donne du poids. Les animaux ne demandent pas d'occuper les salons ou de devenir des animaux de compagnie. Ils cherchent une continuité de vie dans un territoire rétréci. Cette nuance évite au récit de se réduire à un face-à-face simpliste entre bons animaux et mauvais humains. Ce qui est en cause, c'est surtout la place laissée à ce qui ne rentre pas dans le plan. Autour de Le Temps de Amy, cette lecture prend une couleur particulière, car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de Le Temps de Amy, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. Un talent aussi spectaculaire résout un problème immédiat, mais il rend aussi le groupe dépendant d'un élément imprévisible. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment.
Le geste de le temps de Ami éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Des gouttes suspendues dans l'air pendant que l'écureuil file entre les obstacles. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Ami n'est jamais traité comme un simple bouffon. Son énergie devient une ressource et les autres apprennent peu à peu à lui faire confiance. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. L'animation permet ici de prendre une sensation intérieure, l'excitation, et de lui donner une forme que l'on peut voir. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de « le temps de Ami », cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. Le détail paraît léger, mais il prépare déjà le choix qui viendra plus tard. Avec le temps de Ami, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. À mesure que les animaux reviennent pour chercher davantage, la banlieue répond. Les clôtures, les objets posés dans les garages et les pièges installés autour des maisons changent chaque mission en parcours d'obstacles. Le groupe découvre surtout qu'un espace domestique n'est jamais neutre. Un emballage qui tombe, un chien qui aboie, une porte qui s'ouvre et l'expédition entière peut basculer. La difficulté n'est pas seulement de prendre la nourriture. Il faut la transporter sans faire remarquer qu'elle manque, alors que les humains possèdent une quantité presque infinie de moyens de surveiller. L'image qui reste est un piège brillant posé au milieu d'un jardin, aussi dangereux qu'un mécanisme militaire. Verne devient utile là où Hergé perd patience. Il regarde les distances, les cachettes et les conséquences, puis rappelle que revenir vivant vaut plus qu'une victoire spectaculaire. Le contraste entre l'apparence tranquille des pavillons et la violence potentielle des objets entretient une tension étonnante pour un film familial. Ce passage compte parce que le film ne raconte jamais la survie comme une idée abstraite. Il la rend visible dans la taille des objets. Un paquet de biscuits devient une cargaison, une porte de garage devient un barrage, une voiture devient une force de la nature. Cette échelle est l'un des plaisirs les plus nets de l'animation. Elle oblige le spectateur à redécouvrir des choses ordinaires avec des yeux plus bas, plus vulnérables, mais aussi plus inventifs. Le rire vient souvent de là. Nous connaissons l'objet, mais les personnages doivent en deviner la fonction avant d'en subir le danger. Autour de « Les pièges du jardin », cette lecture prend une couleur particulière, car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de « Les pièges du jardin », le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. La difficulté n'est pas seulement de prendre la nourriture. Il faut la transporter sans faire remarquer qu'elle manque, alors que les humains possèdent une quantité presque infinie de moyens de surveiller. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer.
Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de les pièges du jardin éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète, elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence, un piège brillant posé au milieu d'un jardin, aussi dangereux qu'un mécanisme militaire. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Verne devient utile là où Hergé perd patience. Il regarde les distances, les cachettes et les conséquences, puis rappelle que revenir vivant vaut plus qu'une victoire spectaculaire. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. Le contraste entre l'apparence tranquille des pavillons et la violence potentielle des objets entretient une tension étonnante pour un film familial. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de Les pièges du jardin, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. La scène suivante pousse cette logique beaucoup plus loin. Avec Les pièges du jardin, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. Hergé continue pourtant d'accélérer le rythme. Il cache à la colonie la dette qui le lie à Vincent, car il sait que personne ne risquerait autant pour sauver un inconnu. Il encourage les expéditions, fixe des objectifs toujours plus grands et transforme chaque réussite en preuve que son plan est bon. Le spectateur, lui, comprend que cette abondance est empruntée à l'avenir. Chaque paquet ramené rapproche Hergé du moment où il devra dire la vérité. Le secret change le sens de toutes les scènes précédentes. Ce qui semblait être une aventure collective devient aussi la course désespérée d'un individu qui utilise la confiance des autres. L'image qui reste est Hergé souriant devant le groupe, avec la menace de Vincent hors champ. Hergé n'est pas cruel de manière simple. Il commence à apprécier la colonie, et c'est ce qui rend son mensonge plus douloureux. Il voudrait être accepté sans renoncer à sa fuite. Le film choisit une faute compréhensible plutôt qu'un méchant facile. Hergé fait le mauvais choix pour une raison que beaucoup reconnaissent, la peur d'avouer qu'on a besoin des autres. Dans une histoire plus paresseuse, cette situation serait résolue par une succession de gags indépendants. Ici, chaque découverte modifie réellement la relation entre les personnages. Quand Hergé explique les habitudes humaines, il gagne de l'autorité. Quand Verne observe une menace, il gagne une raison d'être écouté. Quand une mission tourne mal, ce n'est pas un simple détour. Cela modifie la quantité de confiance disponible dans le groupe. C'est cette progression qui permet au film de rester vivant bien après la présentation des animaux. Autour de Le mensonge grandit, cette lecture prend une couleur particulière, car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de Le mensonge grandit, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. Le secret change le sens de toutes les scènes précédentes. Ce qui semblait être une aventure collective devient aussi la course désespérée d'un individu qui utilise la confiance des autres. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace.
Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de le mensonge grandit éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Hergé souriant devant le groupe, avec la menace de Vincent hors champ. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Hergé n'est pas cruel de manière simple. Il commence à apprécier la colonie, et c'est ce qui rend son mensonge plus douloureux. Il voudrait être accepté sans renoncer à sa fuite. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser dans toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. Le film choisit une faute compréhensible plutôt qu'un méchant facile. Hergé fait le mauvais choix pour une raison que beaucoup reconnaissent. La peur d'avouer qu'on a besoin des autres. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de « le mensonge grandit », cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. Et c'est précisément là que le plan de Hergé cesse d'être un simple jeu. Avec « le mensonge grandit », ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. Gladys appelle alors Dwayne Lafontant, exterminateur suréquipé, qui se présente comme la réponse ultime à tout ce qui bouge dans un jardin. Son véhicule, ses équipements et son vocabulaire transforment une opération de voisinage en assaut disproportionné. Pour les animaux, il n'est pas seulement un homme en uniforme. Il est la preuve que l'univers humain peut mobiliser une technologie entière contre quelques créatures venues chercher à manger. L'arrivée de Dwayne retire au groupe l'illusion que les humains se contenteront de protester. Désormais, les expéditions ont des conséquences organisées et immédiates. L'image qui reste est un camion d'intervention énorme vu à hauteur d'écureuil, comme un véhicule de guerre. Même Hergé perd un peu de son assurance devant cette machine de contrôle. Verne, qui avait annoncé le danger, ne peut pas savourer d'avoir raison parce que tout le monde est désormais exposé. La caricature donne au film un ennemi lisible, mais le malaise reste réel. La disproportion entre le problème et la réponse fait partie du gag. La mise en scène anime une opposition très lisible entre deux mondes. La forêt possède des formes irrégulières, des rythmes lents et des matières qui semblent pouvoir accueillir les corps. La banlieue est géométrique, brillante, pleine de surfaces qui ne pardonnent rien. Le film ne prétend pas que tout espace humain est forcément monstrueux. Il montre plutôt ce qui arrive lorsqu'un espace est conçu sans imaginer que d'autres vivants auront besoin d'y passer. Pour les héros, chaque règle de propreté devient une règle d'exclusion. Autour de « Dwayne Lafontant arrive », cette lecture prend une couleur particulière car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de « Dwayne Lafontant arrive », le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. L'arrivée de Dwayne retire au groupe l'illusion que les humains se contenteront de protester. Désormais, les expéditions ont des conséquences organisées et immédiates.
Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de Dwayne Lafontant arrive éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Un camion d'intervention énorme vu à hauteur d'écureuil, comme un véhicule de guerre, ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain, devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Même Hergé perd un peu de son assurance devant cette machine de contrôle. Verne, qui avait annoncé le danger, ne peut pas savourer d'avoir raison, parce que tout le monde est désormais exposé. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film sans interrompre son élan. La caricature donne au film un ennemi lisible, mais le malaise reste réel. La disproportion entre le problème et la réponse fait partie du gag. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de Dwayne Lafontant arrive, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. Le groupe avance, mais il emporte désormais cette tension avec lui. Avec Dwayne Lafontant arrive, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. La musique de Rupert Gregson-Williams accompagne ce mouvement avec une énergie qui préfère l'élan au grandiloquent. Elle soutient les poursuites et les moments de bande sans forcer le film à devenir un spectacle trop lourd. Cette légèreté est importante. L'histoire traite de survie, mais elle refuse de perdre son plaisir de jeu. Dans le fil de Dwayne Lafontant arrive, ce contexte éclaire directement la scène. Le groupe finit par comprendre pourquoi Hergé réclame autant et la colère est immédiate. Verne se sent trahi parce que ses mises en garde n'étaient pas de la peur gratuite. Les autres réalisent qu'ils ont été entraînés dans une affaire qui ne les concernait pas. Hergé essaie d'expliquer, mais aucune formule ne peut effacer le fait essentiel. Il a pris leur travail, leurs risques et leur confiance pour régler une dette personnelle. Pour la première fois, Hergé risque de perdre ce qu'il désirait secrètement depuis le début, une place parmi eux. L'image qui reste est les provisions rassemblées, soudain moins importantes que les visages blessés autour d'elle. Verne ne rejette pas Hergé par goût de la punition. Il le rejette parce qu'un groupe qui ne peut plus croire à la parole de l'un de ses membres ne peut plus se protéger. Cette rupture donne de la gravité à une aventure jusque-là très légère. La nourriture cesse d'être un trophée. Elle devient la preuve matérielle du mensonge. Il faut aussi entendre le rythme des dialogues. Le doublage original réunit notamment Bruce Willis pour Hergé et Garry Shandling pour Verne, tandis que la construction française cherche à conserver l'écart entre l'aisance bavarde du raton laveur et la retenue de la tortue. Ce contraste sert l'histoire mieux qu'un long exposé. Hergé parle pour créer un mouvement. Verne parle pour empêcher que le mouvement devienne une chute. Le film trouve dans cette friction une énergie de comédie qui reste toujours au service du récit.
Autour de la vérité éclate, cette lecture prend une couleur particulière car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de la vérité éclate, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. Pour la première fois, R.J. risque de perdre ce qu'il désirait secrètement depuis le début, une place parmi eux. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de la vérité éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Les provisions rassemblées, soudain moins importantes que les visages blessés autour d'elles. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Verne ne rejette pas R.J. par goût de la punition. Il le rejette parce qu'un groupe qui ne peut plus croire à la parole de l'un de ses membres ne peut plus se protéger. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film sans interrompre son élan. Cette rupture donne de la gravité à une aventure jusque-là très légère. La nourriture cesse d'être un trophée. Elle devient la preuve matérielle du mensonge. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de la vérité éclate, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. Derrière le rire, le film vient de déplacer son centre de gravité. Avec La vérité éclate, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. R.J. pourrait fuir. C'est même ce qu'il a toujours fait lorsqu'une situation devenait trop lourde. Pourtant, il retourne vers Vincent avec l'idée de régler sa dette sans sacrifier les autres. Ce mouvement ne le rend pas immédiatement héroïque. Il montre surtout qu'il commence à comprendre la différence entre sauver sa peau et réparer ce qu'il a abîmé. Le temps manque, Vincent attend, Dwayne surveille, et les animaux ne veulent plus suivre R.J. Il doit agir sans l'équipe qu'il avait si facilement utilisée. L'image qui reste est R.J. avançant seul vers une menace qu'il avait jusqu'ici contournée par la ruse. C'est là que sa transformation devient crédible. Il ne prononce pas une grande leçon. Il accepte enfin un risque qui ne peut pas être reporté sur quelqu'un d'autre. Les meilleurs moments du film viennent souvent de cette simplicité. Une décision juste n'efface pas le passé, mais elle révèle qui le personnage choisit de devenir. À ce moment-là, la question n'est donc pas seulement « vont-ils rapporter assez de nourriture ?» Une autre question s'installe, plus intime. À qui peut-on confier sa sécurité quand le monde devient trop complexe pour être compris seul? Les personnages n'ont pas tous la même réponse. Certains font confiance à la vitesse, d'autres à l'habitude, d'autres encore à la solidarité. La réussite du film vient de ce qu'il laisse ces réponses se heurter avant de les faire coopérer. Autour de le choix de réparer, cette lecture prend une couleur particulière, car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de le choix de réparer, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise.
Le temps manque, Vincent attend, Dwayne surveille, et les animaux ne veulent plus suivre Hergé. Il doit agir sans l'équipe qu'il avait si facilement utilisée. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de le choix de réparer éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Hergé avançant seul vers une menace qu'il avait jusqu'ici contournée par la ruse. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. C'est là que sa transformation devient crédible. Il ne prononce pas une grande leçon, il accepte enfin un risque qui ne peut pas être reporté sur quelqu'un d'autre. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. Les meilleurs moments du film viennent souvent de cette simplicité. Une décision juste n'efface pas le passé, mais elle révèle qui le personnage choisit de devenir. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de le choix de réparer, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. À partir de là, l'aventure ne peut plus revenir à son point de départ. Avec le choix de réparer, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. La colonie pourrait le laisser faire. Après tout, Hergé les a trompés, mais les liens qui se sont formés pendant les expéditions ne disparaissent pas aussi proprement que la colère. Verne et les autres choisissent de revenir, non parce qu'ils oublient la faute, mais parce qu'ils comprennent qu'une famille se définit aussi par la manière dont elle répond lorsque l'un des siens a échoué. Ce retour réunit des caractères qui avaient des raisons très différentes de se séparer. Ils doivent maintenant coordonner leurs forces au moment où le danger est le plus grand. L'image qui reste est des animaux qui avaient quitté Hergé se rassemblent à nouveau, chacun apportant sa capacité singulière. Verne fait alors un pas décisif. Sa prudence ne consiste plus à dire non à toute aventure. Elle consiste à donner une forme sûre au courage du groupe. Le film évite la réconciliation trop facile en la faisant passer par l'action. Le pardon ne tombe pas du ciel. Il se construit dans une mission partagée. Cette idée explique la place particulière de la comédie. Les blagues ne sont pas posées à côté du danger comme une décoration. Elles permettent aux personnages de supporter ce qu'ils ne maîtrisent pas. Amy transforme son excitation en élan, Stella transforme le regard des autres en provocation, Ozzy transforme la peur en numéro. Même Hergé utilise l'humour comme un bouclier. Lorsque ce bouclier se fissure, le film peut devenir étonnamment touchant, sans changer brutalement de ton. Autour de Le retour de la colonie, cette lecture prend une couleur particulière car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de Le retour de la colonie, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. Ce retour réunit des caractères qui avaient des raisons très différentes de se séparer.
Ils doivent maintenant coordonner leurs forces au moment où le danger est le plus grand. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de le retour de la colonie éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Des animaux qui avaient quitté RJ se rassemblent à nouveau, chacun apportant sa capacité singulière. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Verne fait alors un pas décisif. Sa prudence ne consiste plus à dire non à toute aventure. Elle consiste à donner une forme sûre au courage du groupe. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. Le film évite la réconciliation trop facile en la faisant passer par l'action. Le pardon ne tombe pas du ciel, il se construit dans une mission partagée. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de le retour de la colonie, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. Le détail paraît léger, mais il prépare déjà le choix qui viendra plus tard. Avec le retour de la colonie, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. La récupération finale prend la forme d'une opération improvisée où chaque détail appris auparavant devient utile. Les habitudes des humains, les chemins de la banlieue, la vitesse de Amy et l'instinct des autres se combinent. Là où les premières sorties ressemblaient à des promenades guidées par RJ, celles-ci exigent une véritable coopération. Les animaux ne traversent plus la haie pour consommer, ils traversent pour choisir leur propre avenir. La mission reste fragile parce que Dwayne et Gladys disposent de moyens écrasants, tandis que les héros n'ont que leur connaissance du terrain et une confiance encore récente. L'image qui reste est un plan minuscule exécuté au milieu d'une banlieue qui paraît immense et hostile. RJ doit suivre autant qu'il dirige. Pour un personnage qui aimait tout contrôler par son talent de vendeur, apprendre à écouter devient une victoire plus profonde que le butin. La conclusion transforme la ruse individuelle en intelligence collective, ce qui donne au chaos final une vraie satisfaction émotionnelle. La précision du film tient aussi à sa manière de montrer la consommation. Les produits humains ne sont jamais décrits comme de la nourriture idéale ou noble. Ils sont salés, colorés, emballés, désirables parce qu'ils sont faciles et nombreux. Pour les animaux, cette profusion ressemble à un miracle. Pour le spectateur, elle garde une pointe d'ironie. Ce miracle est fabriqué par une société qui produit tellement qu'elle peut nourrir, par inadvertance, tous ceux qu'elle cherche ensuite à repousser. Autour de la dernière expédition, cette lecture prend une couleur particulière, car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de la dernière expédition, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise.
La mission reste fragile parce que Dwayne et Gladys disposent de moyens écrasants, tandis que les héros n'ont que leur connaissance du terrain et une confiance encore récente. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de la dernière expédition éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Un plan minuscule exécuté au milieu d'une banlieue qui paraît immense et hostile. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Hergé doit suivre autant qu'il dirige. Pour un personnage qui aimait tout contrôler par son talent de vendeur, apprendre à écouter devient une victoire plus profonde que le butin. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. La conclusion transforme la ruse individuelle en intelligence collective, ce qui donne au chaos final une vraie satisfaction émotionnelle. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de la dernière expédition, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. La scène suivante pousse cette logique beaucoup plus loin. Avec la dernière expédition, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. Dans le fil de la dernière expédition, ce contexte éclaire directement la scène. Lorsque les menaces convergent, le film pousse la mécanique comique jusqu'au bout. Poursuite, collision, objets détournés et retournements de situation font exploser l'ordre artificiel de la banlieue. Vincent veut récupérer sa nourriture, Dwayne veut capturer les animaux, Gladys veut retrouver un jardin parfait. Aucun d'eux ne comprend vraiment ce que la colonie protège. Cette incompréhension laisse aux héros l'espace nécessaire pour s'échapper. Le danger paraît alors total parce que Hergé doit à la fois éviter l'ours, empêcher la capture de ses nouveaux proches et sauver les provisions qui ont provoqué toute cette catastrophe. L'image qui reste est le désordre d'un monde humain réglé au millimètre, soudain bouleversé par des animaux minuscules. Le courage de Hergé ne vient pas d'une absence de peur. Il vient du fait qu'il choisit de rester lorsque la solution la plus naturelle pour lui serait de disparaître. L'action garde son ton de comédie, mais elle paie toutes les tensions déposées depuis le début. La dette, la confiance et le droit de vivre trouvent une issue dans le même mouvement. Ce n'est pas un message livré avec un panneau. Nos voisins, les hommes restent avant tout un film rapide, ludique et accessible. Mais l'arrière-plan lui donne du poids. Les animaux ne demandent pas d'occuper les salons ou de devenir des animaux de compagnie. Ils cherchent une continuité de vie dans un territoire rétréci. Cette nuance évite au récit de se réduire à un face-à-face simpliste entre bons animaux et mauvais humains. Ce qui est en cause, c'est surtout la place laissée à ceux qui ne rentrent pas dans le plan. Autour de Vincent, Dwayne et la fuite, cette lecture prend une couleur particulière.
car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de Vincent, Dwayne et la fuite, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. Le danger paraît alors total, parce que RJ doit à la fois éviter l'ours, empêcher la capture de ses nouveaux proches et sauver les provisions qui ont provoqué toute cette catastrophe. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de Vincent, Dwayne et la fuite éclairent aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète. Elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. Le désordre d'un monde humain réglé au millimètre, soudain bouleversé par des animaux minuscules. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Le courage de RJ ne vient pas d'une absence de peur. Il vient du fait qu'il choisit de rester lorsque la solution la plus naturelle pour lui serait de disparaître. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. L'action garde son ton de comédie, mais elle paie toutes les tensions déposées depuis le début. La dette, la confiance et le droit de vivre trouvent une issue dans le même mouvement. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de Vincent, Dwayne et la fuite, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. Et c'est précisément là que le plan de RJ cesse d'être un simple jeu. Avec Vincent, Dwayne et la fuite, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. À la fin, la colonie n'a pas vaincu les humains ni récupéré la forêt disparue. Elle a obtenu quelque chose de plus modeste et de plus durable. Une manière de vivre ensemble dans un monde qui a changé. RJ n'est plus seulement un visiteur qui apporte des promesses. Il est reconnu comme l'un des leurs, avec ses défauts, son expérience et la preuve qu'il peut mettre le groupe avant lui-même. Le paysage reste incertain. La banlieue n'a pas cessé d'exister et la prochaine saison apportera sûrement d'autres problèmes. L'image qui reste est la haie, qui n'est plus seulement un mur mais une frontière connue, traversée avec une nouvelle conscience. Verne garde sa place parce que sa prudence a été confirmée, mais il a aussi appris que préserver les autres ne signifie pas les empêcher de grandir. RJ a appris l'inverse. Prendre des risques n'a de valeur que lorsqu'on accepte la responsabilité qui va avec. C'est une conclusion légère, sans discours pesant, qui laisse le groupe plus uni et le spectateur avec l'impression que l'aventure a réellement déplacé quelque chose. Ce passage compte parce que le film ne raconte jamais la survie comme une idée abstraite. Il la rend visible dans la taille des objets. Un paquet de biscuits devient une cargaison, une porte de garage devient un barrage, une voiture devient une force de la nature. Cette échelle est l'un des plaisirs les plus nets de l'animation. Elle oblige le spectateur à redécouvrir des choses ordinaires avec des yeux plus bas, plus vulnérables, mais aussi plus inventifs. Le rire vient souvent de là.
Nous connaissons l'objet, mais les personnages doivent en deviner la fonction avant d'en subir le danger. Autour de Un autre côté de la haie, cette lecture prend une couleur particulière, car le film rattache cette idée à la situation précise du groupe. Autour de Un autre côté de la haie, le récit s'attarde ainsi sur une contradiction très précise. Le paysage reste incertain. La banlieue n'a pas cessé d'exister, et la prochaine saison apportera sûrement d'autres problèmes. Le film ne demande pas au spectateur de choisir immédiatement entre la prudence et l'audace. Il montre d'abord ce que chacune de ces attitudes permet de voir, puis ce qu'elle risque de manquer. Cette patience donne une vraie place aux hésitations des personnages, même lorsqu'une poursuite ou une blague vient couper le moment. Le geste de Un autre côté de la haie éclaire aussi la manière dont les animaux lisent les humains. Ils ne possèdent ni leurs mots ni leurs cartes, mais ils perçoivent très bien les signes du danger. Une odeur nouvelle, un bruit répété, une clôture trop propre, un silence qui arrive trop vite. Leur intelligence est concrète, elle part du corps et du terrain, ce qui rend chaque décision plus crédible que si le film leur donnait soudain une maîtrise totale du monde moderne. Ce regard à hauteur d'animal explique la force visuelle de la séquence. La haie, qui n'est plus seulement un mur mais une frontière connue, traversée avec une nouvelle conscience. Ce qui ferait partie du décor pour un voisin humain devient un événement, une frontière ou une menace. L'animation tire de cette différence d'échelle une richesse constante. Elle peut faire rire d'un détail minuscule, puis rappeler aussitôt que ce détail décidera peut-être de la sécurité de toute une famille. Verne garde sa place parce que sa prudence a été confirmée, mais il a aussi appris que préserver les autres ne signifie pas les empêcher de grandir. Hergé a appris l'inverse. Prendre des risques n'a de valeur que lorsqu'on accepte la responsabilité qui va avec. Cette nuance évite de réduire le personnage à une fonction. Dans cette aventure, personne n'est seulement le prudent, l'excité, le malin ou le gênant. Les qualités ont un revers. La vitesse peut aveugler, l'expérience peut isoler, l'envie de plaire peut conduire à mentir. Le groupe devient intéressant parce qu'il doit apprendre à employer ses défauts sans les laisser commander toutes ses décisions. La scène ajoute donc une pièce au mécanisme moral du film, sans interrompre son élan. C'est une conclusion légère, sans discours pesant, qui laisse le groupe plus uni et le spectateur avec l'impression que l'aventure a réellement déplacé quelque chose. On peut y entendre une critique de l'excès, mais elle ne prend jamais la forme d'une leçon plaquée. Elle naît du contraste entre la simplicité des besoins de la colonie et le débordement des objets humains. Plus les réserves paraissent faciles à atteindre, plus le prix réel de leur conquête se révèle élevé. Autour de Un autre côté de la haie, cette étape prépare le passage suivant sans épuiser sa propre idée. Le film sait alterner les accélérations et les pauses d'observation. Après une découverte, il laisse les personnages réagir. Après un danger, il laisse une conséquence se déposer. Cette respiration donne à la comédie une continuité émotionnelle et permet à l'aventure de ne jamais devenir une simple succession d'obstacles. Le groupe avance, mais il emporte désormais cette tension avec lui. Avec Un autre côté de la haie, ce mouvement change pourtant la manière dont chacun regarde la suite. En regardant ce moment de près, on comprend aussi pourquoi la scène reste utile après le premier rire. Elle ne sert pas seulement à faire avancer l'intrigue. Elle précise la règle du monde. Ce qui paraît simple pour un humain peut exiger, pour les animaux, du calcul, du courage et une confiance absolue dans les autres. Cette différence d'échelle donne au film son mouvement le plus constant. Dans le mouvement intitulé « La dette du raton laveur », cette observation prolonge la question portée par la scène. Cette ouverture annonce que l'abondance humaine a un prix. La nourriture paraît abandonnée, mais elle est déjà possédée, surveillée, désirée. Le film laisse volontairement respirer cette idée avant de repartir. Il sait qu'une aventure devient plus riche lorsque le spectateur comprend ce qui peut être perdu. Ici, la menace n'est jamais un concept lointain. Elle se cache dans une habitude, dans un objet posé au mauvais endroit, dans un bruit que les humains ne remarquent même pas. Dans le mouvement intitulé « Le mur vert », cette observation prolonge la question portée par la scène. Le film saisit ici une peur très simple, se réveiller et constater que l'endroit qui permettait de vivre est devenu plus petit. On peut alors relire la comédie autrement. Les gags ne diminuent pas la fragilité des héros. Ils la rendent supportable.
Chaque victoire ridicule leur permet de gagner quelques mètres dans un univers construit pour des corps beaucoup plus grands. C'est pourquoi le plaisir du film vient moins d'une puissance extraordinaire que de l'invention qui naît sous la pression. Dans le mouvement intitulé Une leçon de consommation, cette observation prolonge la question portée par la scène. La blague fonctionne parce qu'elle inverse le regard. Les humains deviennent une espèce étrange dont le super-pouvoir est de produire un surplus. Cette continuité compte pour la dernière impression laissée par le récit. Les animaux n'obtiennent pas un royaume ni une sécurité parfaite. Ils obtiennent un langage commun, des souvenirs partagés et la preuve qu'ils peuvent faire face à ce qui les dépasse. Pour un film aussi léger en apparence, cette idée est plus solide qu'elle n'en a l'air. Dans le mouvement intitulé « Verne contre le confort », cette observation prolonge la question portée par la scène. L'économie de la forêt n'offre pas l'excitation de l'excès, mais elle possède une logique que le film ne tourne jamais complètement en ridicule. En regardant ce moment de près, on comprend aussi pourquoi la scène reste utile après le premier rire. Elle ne sert pas seulement à faire avancer l'intrigue. Elle précise la règle du monde. Ce qui paraît simple pour un humain peut exiger, pour les animaux, du calcul, du courage et une confiance absolue dans les autres. Cette différence d'échelle donne au film son mouvement le plus constant. Dans le mouvement intitulé « La famille la plus maladroite », cette observation prolonge la question portée par la scène. L'animation donne ici à chaque comportement une fonction dramatique. La distraction, la honte, l'excitation et la prudence deviennent des forces qui s'opposent. Le film laisse volontairement respirer cette idée avant de repartir. Il sait qu'une aventure devient plus riche lorsque le spectateur comprend ce qui peut être perdu. Ici, la menace n'est jamais un concept lointain. Elle se cache dans une habitude, dans un objet posé au mauvais endroit, dans un bruit que les humains ne remarquent même pas. Dans le mouvement intitulé « Premier passage », cette observation prolonge la question portée par la scène. La banlieue est filmée comme un décor lumineux, mais la lumière elle-même devient inquiétante puisqu'elle expose les intrus. On peut alors relire la comédie autrement. Les gags ne diminuent pas la fragilité des héros, ils la rendent supportable. Chaque victoire ridicule leur permet de gagner quelques mètres dans un univers construit pour des corps beaucoup plus grands. C'est pourquoi le plaisir du film vient moins d'une puissance extraordinaire que de l'invention qui naît sous la pression. Dans le mouvement intitulé Gladys et Tiger, cette observation prolonge la question portée par la scène. Le film ne fabrique pas un monstre complexe avec Gladys ou Tiger. Il les utilise comme le visage simplifié d'un monde où le contrôle compte davantage que la cohabitation. Cette continuité compte pour la dernière impression laissée par le récit. Les animaux n'obtiennent pas un royaume ni une sécurité parfaite. Ils obtiennent un langage commun des souvenirs partagés et là. Ce qui rend nos voisins, les hommes durables, ce n'est donc pas seulement sa galerie de personnages ou ses poursuites parfaitement réglées. Le film comprend que l'abondance peut être une forme de piège lorsqu'elle détruit le sens de la mesure et que la prudence peut devenir une prison lorsqu'elle interdit toute rencontre. Hergé et Verne ne sont pas opposés pour remplir une structure de comédie. Ils portent deux instincts nécessaires. L'un ouvre des passages, l'autre rappelle ce qui doit être protégé une fois le passage franchi. La fin expliquée est simple, mais elle est méritée. Hergé ne gagne pas parce qu'il est le plus malin. Il gagne sa place parce qu'il cesse enfin de faire des autres les outils de sa survie. Verne ne gagne pas parce qu'il avait toujours raison. Il gagne parce qu'il accepte que garder une famille en sécurité exige parfois de sortir du plan prévu. Autour d'eux, Amy, Stella, Ozzy, Heather et les autres ne sont plus une collection de gags. Ils sont devenus un groupe capable de transformer ces différences en solutions. La haie reste là, immense, verte et parfaitement taillée. Elle résume encore la séparation entre ce qui est aménagé et ce qui cherche à vivre autour. Mais après cette aventure, elle ne possède plus le même pouvoir. Les animaux savent ce qu'elle cache, connaissent ses dangers et connaissent aussi leurs propres forces. C'est sur cette impression, plus vive qu'une morale prononcée trop fort, que le film trouve sa bonne dernière note. Le monde n'est pas devenu plus juste, mais personne ne doit le traverser seul.